Je vous représente le générique, c'est un petit peu le même, hein, avec toujours les mêmes spécialistes qui sont intervenus sur l'opération et qui ont apporté chacun sa pierre à l'édifice. Là, il va être plus précisément question dans cette présentation des expressions artistiques à travers l'exemple des plaquettes gravées et dans une certaine mesure aussi des éléments de parure qu'on a pu retrouver. Donc, je vous rappelle qu'on va parler essentiellement, on va mettre le focus essentiellement sur 2 épisodes au sein de l'ensemble de la séquence qu'a présenté Christophe. On va parler, pour commencer, du magdalénien inférieur initial et ensuite on parlera du magdalénien moyen. Donc, dans le magdalénien inférieur initial, on a quelques éléments de parure. Il y a cette petite coquille que je vous ai rapidement évoquée tout à l'heure. Là, je mets le focus un peu dessus avec ces photos qui ont été réalisées par Solange Rigaud, qui est chercheuse au CNRS à Bordeaux et qui a réalisé l'étude. Donc, avec ces grossissements de l'ouverture au sein du coquillage ici. Et quand on zoome, vraiment, on voit qu'il y a un petit poli d'usure ici sur le bord de cette ouverture, de cette cassure artificielle, qui montre que cette coquille a été portée, cette usure, elle est liée à la fonction de l'objet, soit qu'elle ait été un élément dans un collier, soit qu'elle ait été cousue sur un vêtement. Alors ça, c'est un autre exemple d'une petite coquille aussi qui porte des traces des petites craquelures que vous voyez ici sur la photo, qui sont liées à l'action de la chaleur. Ce n'est pas la couleur d'origine du coquillage, c'est une couleur qui est induite par la chaleur. Hein. C'est une pièce qui a été passée dans le feu, éventuellement intentionnellement, puisque le feu, ça fait changer aussi la couleur, ça la fait devenir beaucoup plus noire. Et on peut se poser la question de l'intentionnalité de cette chauffe. On en vient maintenant aux petites plaquettes gravées. Donc, dans ce niveau, il y en a 2 au moins qui portent des éléments vraiment anthropiques. Il y en a peut-être plus que ça, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait des éléments figuratifs sur les autres. Il y a encore un certain nombre d'éléments qu'il va falloir analyser, examiner. A priori, ce sont les 2 seuls qui portent vraiment des dessins qu'on puisse interpréter, qui ont été identifiés. Donc vous avez une petite animation sur la droite qui vous montre la lecture qui a été faite par Oscar Fuentes de ces gravures. Je vais vous montrer après comment il en arrive à ce résultat. Là, d'un point de vue purement descriptif, donc on a a priori 3 petites têtes de chevaux en profil, avec la première qui a un œil un petit peu plus détaillé, la ligne de front, le haut du crâne, peut-être une oreille, et puis une ganache, hein, la joue du cheval qui est vraiment un élément stylistique caractéristique qui permet souvent d'identifier les figures de chevaux. Un deuxième petit profil sur lequel on retrouve le front, peut-être le toupet, vu la position du trait qui se trouve au-dessus de la tête, un petit œil. Et puis une troisième encore un petit peu plus stylisée, un petit peu moins détaillée, avec juste l'œil, un trait au-dessus du crâne, la ligne de front, le naseau et la ganache. Évidemment, c'est très difficile à observer avec un seul éclairage. Donc, c'est pour ça que je vous invite, si vous allez visiter l'exposition, à utiliser les QR codes qui sont placés à côté des objets, qui vous donneront accès à des images en ligne sur lesquelles vous pourrez faire varier l'éclairage. Et en fait, ça, c'est très important parce que c'est vraiment des traits qui sont assez peu profonds pour ces 2 plaquettes-là. Et vraiment, c'est en faisant varier l'éclairage qu'on arrive à lire les figures. Donc la deuxième petite plaquette, elle est à peu près de la même dimension, à peu près la taille de la paume de la main. Et là, on a aussi un profil de cheval, je me suis gouré de boutons, un petit peu plus détaillé, donc avec une ligne de front, 2 petits traits qui figurent les oreilles, hein, des petits traits rectilignes. Ça a une certaine importance, on va y revenir. Donc une ligne de cou, peut-être une ligne pour évoquer la crinière, le naseau, la bouche probablement, et une ligne ici avec la ganache,
l'encolure et probablement le départ du membre antérieur. Et puis l'œil ici, en tout cas, alors on n'est pas tout à fait d'accord avec Oscar, mais pour lui, il y a une petite cupule ici au niveau de l'œil qui pourrait être naturelle, mais en tout cas, elle est à l'emplacement anatomique auquel on s'attend à trouver l'œil. Donc c'est possible que ça soit quelque chose de naturel, et c'est possible aussi que l'artiste paléolithique ait composé la figure autour de cette petite infractuosité naturelle. C'est quelque chose qu'on trouve de manière assez classique dans l'art paléolithique en général, et même dans l'art pariétal, dans les grottes. Il y a des fois des utilisations du relief naturel ou des accidents naturels sur la paroi qui sont à l'origine de la composition de l'œuvre. Alors comment il en arrive à ces relevés qui peuvent paraître un peu décalés avec les photos? En fait, il procède avec un ensemble de photographies sous différents angles, l'éclairage incident étant changé à chaque fois. Il procède à un relevé indépendant pour chacune des photographies sous les différents éclairages. Et puis ensuite, il va superposer toutes ces vues. Et en fait, il va retenir les traits qui apparaissent confortés par les différents éclairages. Donc ça aboutit à ce genre de rendu graphique ici, un peu complexe. Et puis un travail ensuite de nettoyage. Les traits qui ne sont pas confirmés par les différentes vues sont écartés, ou des fois certains, il y a un retour sur le matériel pour éventuellement vérifier si ces traits sont vraiment profonds, intentionnels, anthropiques, ou si c'est simplement des fois des petits reliefs dans la matière qui préexistent à l'état naturel. Et puis on arrive finalement à ce relevé sélectif qui est une sorte d'interprétation élaborée à partir de tout un travail d'observation. Voilà, ça c'était aussi une petite comparatif entre ce premier croquis de lecture que j'avais effectué au moment de l'identification de la présence de gravure, qui est beaucoup moins élaboré que le rendu final du relevé sélectif proposé par Oscar Fuentes. Ça, c'est un petit peu pour vous montrer le travail qui est derrière ces relevés et qui permet vraiment d'assurer la proposition d'interprétation qu'on fait. Donc, dans ces niveaux du magdalénien inférieur initial, il y a aussi des grandes dalles beaucoup plus massives. Hein. Là, l'échelle, ça représente 50 cm. Ce sont des dalles sur lesquelles on a pu identifier la présence d'éléments de gravure, de tracés très fins. Donc ça, c'est une pièce qui est exposée à Beaucaire, au musée, et que vous pourrez voir. Là, c'est pareil, il y a ce fragment ici qui se trouve en haut à gauche, qui est accessible via un QR code. Vous pourrez faire jouer les éclairages et la lumière pour vous rendre compte de la réalité de ces petits traits. Il participe peut-être d'une figure plus grande qui allait au-delà de ces 3 blocs qui ont été relevés avec précision, mais malheureusement, on n'a pas de lecture d'ensemble parce que la surface du reste de la dalle ici est beaucoup plus érodée, beaucoup plus altérée par l'érosion, donc on n'a pas de continuité avec les fragments qui sont à côté. Il n'y a pas d'interprétation, de lecture en termes figuratifs de ces tracés, mais peut-être que c'était également une figure animale. Malheureusement, on n'a pas de résultats définitifs à ce niveau-là. En ce qui concerne le contexte dans lequel ont été trouvées ces grandes dalles, ça c'est quelque chose qui mérite une mention particulière. Hein. Ces grandes dalles avec des éléments tracés, des gravures dessus, elles se trouvaient au sein de ce qu'on pourrait appeler un espace domestique. C'est un niveau d'occupation dans lequel il y a des dizaines et des dizaines de silex taillés qui ont été trouvés. Vous voyez tous les petits points ici qui sont reportés sur ce relevé photogrammétrique. Et puis, il y a des concentrations de fragments de dalles qui sont présents. Il y a un foyer aussi, il me semble, qui est ici. Donc, un foyer, une concentration de charbon et d'éléments brûlés. Donc, on est probablement sur un espace qui correspond à une habitation ou entre des habitations.
qui étaient probablement en matériaux périssables, avec peut-être des superstructures en bois et en cuir, dont on n'a malheureusement pas retrouvé la trace. Mais ce qui est intéressant, c'est que la transition n'est pas bien marquée. Ces grandes dalles, donc on a retrouvé fragmentées. Il y en a une au moins qui présentait ces traces de gravure et elle se trouve au sein de l'habitation. Ça, c'est assez inhabituel, c'est assez inédit. Si je vous prends simplement 2 exemples de grottes paléolithiques ornées, parmi les plus connues et les plus significatives, je prends l'exemple de la grotte de Rouffignac. Elle est tellement vaste qu'à l'heure actuelle, on fait la visite avec un petit train électrique. Et donc l'entrée actuellement se trouve ici. Et la salle ornée avec un plafond extrêmement riche, avec plusieurs mammouths, de toute une série de représentations animales, se retrouve à plusieurs centaines de mètres de l'entrée. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait les multiplier. Aussi le réseau des grottes du Volpe, la grotte du Tuc d'Audoubert, dont l'entrée se trouve ici, et la grotte des Trois Frères, dont les entrées se trouvent ici. Et à chaque fois, les représentations les plus significatives se trouvent vraiment à l'extrême fin du réseau. Là, la salle avec les fameux bisons en argile donc, se trouve tout au fond de cette galerie. Vous voyez tout le cheminement qu'il faut faire pour y arriver. Et là, pour les Trois Frères, c'est pareil, cette figuration qui est un petit peu anthropomorphe et qu'on a des fois interprétée comme un sorcier ou un chaman, elle se trouve très loin. Donc, dans ces 2 cas, on a bien l'illustration du fait que cet art préhistorique, cet art paléolithique, était un art qui supposait un certain investissement et un certain cheminement avec des éclairages que vous imaginez, des torches ou des lampes à graisse, pas forcément facile d'utilisation, pas immédiate, donc ça implique malgré tout qu'il y ait tout un parcours pour arriver à aller voir ces œuvres au fond des grottes. Et donc là, nous, on a quelque chose de très différent, puisque nous, on a des grandes dalles gravées, avec peut-être des figures représentées, qui sont dans l'espace domestique. Donc ça vient un petit peu chambouler ce qu'on savait jusqu'à présent de l'art paléolithique. Ces grandes dalles, évidemment, c'est pas de l'art mobilier, c'est pas de l'art qu'on peut transporter avec soi. C'est des dalles qui étaient a priori dressées au sein de l'habitation, parce qu'on a trouvé des fragments qui sont encore sur champ aux extrémités. Et ça, c'est une figure qui permet de proposer une reconstitution de ce qu'était la position originelle de ces dalles au sein de l'habitat. Voilà, je vais passer maintenant au deuxième focus sur les œuvres et les expressions esthétiques dans les niveaux du magdalénien moyen. Donc là aussi, on a des coquillages qui ont été rapportés. Tous les coquillages dont je vous parle, c'est des coquillages marins. Donc, ils ont été récupérés sur les rivages de la Méditerranée à l'époque, qui se situaient à 80 ou une centaine de kilomètres. Alors celui-ci, c'est un coquillage dont l'ouverture ici, a priori, est naturelle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas été réalisé par les groupes humains de l'époque. C'est une usure qu'on peut trouver naturellement dans les plages actuelles. En revanche, ce qui peut être signalé, c'est que si on zoome dans cette partie ici, on voit qu'à la surface, il y a des petits points de matière colorante rouge qui ont été préservés dans les anfractuosités. Donc on a bien ici un objet qui a été investi, qui a été enrichi avec de la matière colorante et qui devait avoir une certaine valeur esthétique. On va retrouver des coquillages qui ont subi l'action de la chaleur comme dans les niveaux plus anciens, avec cette mitre ici qui est noircie par l'action du feu. Et au-delà du changement de couleur, on a ici des traces de raclage ici qui sont anciens, puisqu'ils sont sous la petite concrétion carbonatée ici. On voit que les traits se prolongent au-dessous, donc c'est pas juste le fouilleur qui a donné un coup de truelle malencontreux. C'est vraiment quelque chose d'ancien. Et puis il y a des petits polis d'usure aussi, et toutes ces petites stries là qui montrent des frottements anciens, indiquant que
que le coquillage a eu une utilisation assez, qui a été marquée par cette usure. Il y a d'autres petits coquillages perforés, ceux-ci vous pourrez les observer dans l'exposition. Il y a des ouvertures intentionnelles. En fait, il y a évidemment les collègues Solange Rigaud et les collègues qui sont spécialisés dans ce domaine-là ont fait tout un travail d'expérimentation pour reconstituer les différentes techniques pour pouvant produire des perforations. On peut produire les perforations par frottement. Ça, c'est documenté à Bellegarde, mais pas dans ces niveaux-là, dans les niveaux plus anciens. Là, dans ce niveau, a priori, c'est une perforation par pression depuis l'intérieur du coquillage. On arrive à savoir ça par la forme particulière des craquelures à la surface ici. Donc on a différentes techniques de perforation en fonction des époques, des phases d'occupation. Et donc la dernière petite plaquette gravée qui va retenir notre attention, donc c'est cette plaquette qui a été interprétée comme une figure sexuelle féminine. Donc d'un point de vue purement descriptif, il y aurait... Pardon, je me trompe. Il y aurait ici un sillon vulvaire, donc les lèvres, et de part et d'autre, le départ des membres inférieurs. Alors, je sens pointer un peu de scepticisme par rapport à cette interprétation. Comment vous convaincre ? Bon, on peut déjà faire le parallèle avec une autre figure qui est connue dans une grotte de Dordogne, la grotte de Cazel, donc, dans laquelle on retrouve une figure de triangle pubien avec un sillon au milieu, et de part et d'autre, le départ des jambes, donc on retrouve sur la photographie ici. Donc tout ça s'inscrit dans un corpus assez large de figurations qui ont été interprétées comme des figures féminines. Il y en a quelques dizaines. Je comprendrais très bien qu'on doute sur certaines interprétations. Il y a même des collègues spécialistes, dont Jean-Loïc Lequelec, qui ont malicieusement attiré l'attention sur le fait que une bonne partie de ces figures, elles ressemblaient beaucoup à des traces des empreintes de chevaux sans sabots, sans fer à cheval, pardon. Ce qui est tout à fait judicieux comme observation. Il n'empêche que, bon, pour une partie d'entre elles, on peut quand même retenir une référence à des symboles sexuels, d'autant qu'il y a, notamment dans la grotte Cosquer, des figures pour lesquelles on peut retrouver une certaine modernité dans le traitement ici d'un symbole sexuel masculin qui ne déparaît pas dans des toilettes de gare, par exemple, à l'heure actuelle. Donc il y a bien cette thématique-là qui est traitée au Paléolithique, et donc pourquoi pas retrouver le pendant féminin de ce joli graffiti. Si j'essaie maintenant de vous montrer l'importance et le côté un petit peu exceptionnel de ces découvertes dans le paysage de nos connaissances actuelles, voici une carte des sites qui ont livré de l'art mobilier en France. Donc on entend par art mobilier des objets ornés qui peuvent être transportés facilement. Et donc vous voyez que si on prend le grand quart sud-est de la France, il n'y a pas grand-chose. Il y a en tout et pour tout 2 petits sites qui ont été signalés. Il y a, pour la période concernée, on parle essentiellement du Magdalénien et de l'Épigravétien. Donc il y a une petite plaquette gravée dans un site à Carry-le-Rouet. Alors c'est juste un profil animal, et il y a juste la ligne de dos, l'encolure et le poitrail et le début du membre inférieur. C'est la seule photo dont on dispose en tout et pour tout pour cet objet. Et puis, donc là, on est en contexte épigravétien. On est au sud de la Durance et à l'est du Rhône. Et puis, il y a un autre site ici dans le Luberon qui s'appelle La Combette, qui a livré ce petit profil interprété comme un oiseau. On voit sur les 2 faces, il y a un œil
grossièrement représenté, et puis une petite ligne aussi au niveau du bec. Et cet objet est malheureusement disparu. Il était conservé au musée Calvé à Avignon, mais on en a perdu la trace. Donc vous voyez que c'est pas très, très lourd pour le Sud-Est. Si on élargit maintenant pour les mêmes périodes aux sites qui ont livré de l'art pariétal ou rupestre, ben on voit que dans la région, pour le magdalénien ou l'épigravétien, il n'y a pas beaucoup plus. Il y a le site du Colombier en Ardèche et le site de la Roque dans l'Hérault. Et puis on va avoir Cosquer, évidemment. Alors c'est un seul site, mais éminemment important. On va y revenir. Donc il est figuré en grisé parce qu'il est en territoire épigravétien, mais il y a très peu de silex dans la grotte de Cosquer et on n'arrive pas, à partir de ces quelques silex, à vraiment affirmer qu'on est vraiment dans la culture épigravétienne. Ensuite, il y a le site des Balsirossi sur la frontière entre la France et l'Italie, où il y a des gravures aussi sur des parois, une paroi d'une des cavités. Mais donc, bon, voilà, c'est un des seuls témoignages artistiques vraiment significatifs et bien contextualisés pour un grand quart sud-est de la France. Qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de ce que je viens de dire par rapport à des éventuels éléments stylistiques? On retrouve dans plusieurs sites magdaléniens cette juxtaposition de figures ou de profils animaux. On va retrouver ça sur un des propulseurs du mas d'asile. Alors là, c'est à mon avis quand même un petit peu différent parce qu'on a 3 états successifs d'une tête de cheval, avec un cheval qui a l'air un peu jeune ici, un peu moins jeune ici, et à l'état de squelette ici. C'est un truc tout à fait fascinant, je trouve. Après, on a des choses qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on a trouvé à Bellegarde dans l'abri de la Grave dans le Lot, avec une frise de... Alors, il n'y a pas d'échelle, malheureusement, mais ça fait, il me semble, plus de 2 mètres de long. Une succession comme ça de petits profils de chevaux, avec certains qui sont représentés de manière quasi complète et détaillée, et puis d'autres pour lesquels on a seulement la tête, et puis d'autres où on a seulement une partie de l'encolure et une partie des pattes. Et ce qui est exceptionnel dans cette figure, c'est qu'on a une ligne de sol qui est tracée pour l'ensemble des chevaux. Donc là, évidemment, on a vraiment l'impression qu'on a un troupeau avec tous les individus qui ne sont pas détaillés, mais cette représentation un peu elliptique, elle rend aussi l'idée d'un mouvement et d'un troupeau en marche. Et on retrouve un peu cette même idée, mais cette fois avec des rennes, sur un petit os d'aigle, il me semble, dans la grotte de Théjat en Dordogne, avec des éléments aux extrémités qui sont détaillés. Et puis on a une représentation très elliptique et très partielle au milieu entre les deux. Voilà, alors c'est pas tout à fait la même période, mais ça reste dans le magdalénien, donc ça reste une pratique qui a aussi un contexte et une certaine pertinence. Et ça a été mis en avant, Jean-Yves en parlait ce matin, par Marc Azéma, qui a mis en évidence comme ça qu'il pouvait y avoir une certaine forme de décomposition du mouvement. Et lui, il a eu l'idée de mettre en animation ça, et ça donne quelque chose d'assez intéressant avec cette petite gravure de Lascaux. J'espère qu'il viendra, parce que son travail est vraiment très intéressant, et il y a toute une série comme ça d'interprétation de figures comme une décomposition du mouvement dans l'art paléolithique. C'est très intéressant. Et pour terminer, donc cet autre petit cheval, ce petit profil isolé, je reviens sur cette histoire des oreilles figurées sous la forme de 2 petits segments rectilignes comme ça. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute une série de sites. Alors bon, c'est aussi peut-être ce qui montre les limites de la signification de ce trait stylistique. On trouve ça dans des périodes plus anciennes, comme en Ardèche, dans le gouffre d'Émilie et la grotte d'Ébou. Donc ça, c'est du gravétien. A priori, c'est pas très bien calé chronologiquement, mais ça serait un petit peu plus ancien. On va retrouver ça
dans la grotte Cosquer, en territoire épigravétien, entre guillemets, encore une fois, on n'a pas de preuve que les artistes de Cosquer étaient des épigravétiens. On va retrouver ça en territoire épigravétien, mais cette fois beaucoup plus loin, puisque c'est en Sicile, dans la grotte de Levanzo, avec ce même traitement des oreilles sous forme de petits segments. Et on va trouver ça aussi sur différentes figurations de chevaux dans la grotte de Lascaux. Ce qui nous ouvre des perspectives et nous pose des questions plutôt que ça nous apporte de réponses pour l'instant.